Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur Gabon News Sport. Nous commençons ce programme bien sûr avec la Coupe de la CEMAC, un bon départ pour le Gabon cet après-midi. Coupe du Monde 2014 également, les jeux sont faits, les groupes sont connus, donc il ne manque plus bien sûr que le coup d'envoi. Nous en discuterons dans ce programme. Je ne suis pas seul, vous le savez, comme à l'accoutumée, je suis accompagné de Douglas Tuntum, journaliste sportif et consultant de ce programme. Bonsoir Douglas. Bonsoir Marvin. Alors nous allons entamer avec le judo. Nous allons commencer bien sûr par le judo. Douglas, vous avez été bien sûr présent à ce stage de judo. Nous allons en discuter tout à l'heure avec notre invité. Le temps pour nous de regarder cet élément et on se retrouve juste après. 4 pays sur 6 ont répondu favorablement à ces rendez-vous sportifs du donner et du recevoir des pays de l'Afrique centrale. Essayons de trouver une synergie entre nous tous. Ça veut dire entre l'importance de l'arbitrage pour la préparation des athlètes à travers les coachs et aussi pour les connaissances mutuelles. Et de façon qu'on peut apporter des choses intéressantes du point de vue d'arbitrage, aussi du point de vue de la méthodologie d'entraînement et aussi de la capacité des coachs pour aller en avant avec les athlètes. 3 modules sont au programme de ce stage de formation prévu s'achever le 8 décembre prochain. Ce séminaire est subdivisé en 3 modules. Il y a donc le module de l'arbitrage, au terme duquel certains parmi vous auront à passer leur grade d'arbitre UAJC, UAJB jusqu'au maximum UAJA. L'autre module sera le module du coaching à proprement parler, qui sera animé par Nasser Ouara, module au cours duquel vous allez apprendre un certain nombre de choses basiques au niveau de l'entraînement, au niveau de la méthodologie. Ces échanges permettront aux athlètes et arbitres d'être au fait des nouvelles règles d'arbitrage instaurées par la Fédération internationale de judo afin de rendre le judo plus offensif qu'il ne l'est aujourd'hui. Sur ce plateau, pour parler de cette actualité, nous recevons Maître Georges Mandjombe, 5e Dan et directeur technique national. Alors bonsoir Maître. Bonsoir. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau pour bien sûr parler de cette actualité. Voilà, j'y arrive. Donc, vous sortez d'un stage. Oui. Qu'est-ce qu'on peut retenir? D'abord, ce stage qui a été animé par 5 experts. Je ne suis pas directeur technique, j'ai été. Je suis premier vice-président de la Fédération gabonaise de judo. Je suis aussi expert de l'Union africaine de judo, donc je faisais partie de l'équipe qui animait ce stage. D'accord. Alors, Douglas? Alors justement, c'était un stage de coaching, mais de façon pratique, qu'avez-vous retenu? Bon, donc normalement, il fallait revoir nos moyens de coacher nos athlètes. Et surtout ce qui était plus intéressant, c'était surtout l'arbitrage, parce que nous revoyons, la plupart du temps, tous les 2 ou tous les 3 ans, nous revoyons un peu les règles d'arbitrage. Après chaque Olympiade, nous, on essaie de regarder ce qui a marché lors d'une Olympiade et que pour la prochaine Olympiade, il faudra qu'on se prépare. C'est pour cela que ces experts sont venus au Gabon pour animer d'abord un stage de coaching. Le coaching, c'est normalement les modules sur l'entraînement et la méthodologie moderne de l'entraînement. Au niveau de l'arbitrage, comme je vous le disais tout à l'heure, il fallait revoir les nouvelles règles à appliquer à partir de 1914. Et nous avons eu un stage kata, animé par un expert japonais, dans la mesure où le président de la Fédération gabonaise de judo a souhaité que certains de nos athlètes, certains de nos dirigeants puissent accéder à des grades supérieurs. Donc il a fallu qu'on revise nos katas, les adapter, les consolider pour les présenter aux experts afin que certains de nos jeunes puissent accéder à un grade supérieur, ce qui a été fait. On parle de golden score. Pour nous les profanes, qu'est-ce que ça veut dire? Le golden score, c'est comme en football ou dans d'autres disciplines, c'est la mort subite. C'est en cas d'égalité, vous allez vers la mort subite. Alors, et également, durant ce stage, on a parlé d'améliorer les techniques de travail sur les bordures et au sol. Oui, l'amélioration des techniques en bordure, il s'agissait, c'est-à-dire que à l'Olympiade de 2012, on autorisait les sorties à condition que celui qui sort essaye d'attaquer ou celui qui sortait
attaquer immédiatement, il y avait des valeurs. Mais on s'est aperçu que certains qui étaient souvent fatigués, sachant qu'on ne pouvait pas les sanctionner, essayaient de sortir. On s'est aperçu que c'est une fuite de combat. Donc aujourd'hui, on a repris ce système qui fait en sorte que lorsqu'on s'aperçoit que c'est l'adversaire qui sort volontairement, il est sanctionné. Mais s'il est en train de sortir parce qu'il échappe à une technique appliquée par son adversaire, en ce temps-là, on essaie de voir si la sortie a été volontaire ou pas. Donc, de façon pratique, c'est en un mot, promouvoir un judo plus offensif. Plus offensif, c'est vrai, et plus dynamique. On parlait également de la révision de certaines règles dans le judo. Nous donner quelques règles ici qui ont été... Par exemple, nous avions aujourd'hui, lorsqu'on veut dégager le judogi de l'adversaire, si on le dégage des deux bras, on est sanctionné. Il faut le dégager d'un seul bras. En fait, pour les dégagements, on s'était aperçu que quelquefois, certains athlètes donnaient des coups sur le bras pour faire dégager, alors qu'il y a des techniques à reprendre pour faire un dégagement. Donc, les entraîneurs, à l'issue de ces stages, on leur a montré des techniques permettant à dégager le judogi du partenaire avec une seule main. Alors, de façon globale, c'est quoi la philosophie du judo? La philosophie du judo, c'est l'art d'utiliser la force d'autrui. En utilisant la force d'autrui, nous pouvons, comme ça se dit plus facilement en anglais, c'est to overcome. C'est-à-dire être au-dessus de la force de quelqu'un lorsque l'autre a l'air un peu plus nerveux. Et surtout, encore l'une des grandes philosophies, c'est l'humilité elle-même que nous recherchons. Savoir affronter un adversaire, savoir perdre, savoir gagner. C'est-à-dire lorsqu'on a gagné, ce n'est pas la peine de jubiler, on respecte son adversaire, et lorsqu'on a perdu, on le respecte parce qu'on est aussi sûr que demain, nous pouvons gagner. Peut-on dire que c'est un sport violent? Le judo n'est pas un sport violent dans la mesure où il figure actuellement, je crois, parmi les 4 meilleurs sports reconnus à l'UNESCO. Donc ce n'est pas un sport violent. En général, on dit qu'il est violent, mais depuis que le judo est rentré depuis les années 36, qu'il fait partie des sports, non, des années 62, qui fait partie des sports olympiques, nous voyons déjà que tout sport qui n'est pas dangereux accède très facilement dans le giron olympique. D'accord, une dernière question. Notre Mais invité quand même, on observe tout de même des chutes, on va dire, spectaculaires. Hein? Et ça veut dire, ça sous-entend certainement des blessures graves, des complications. La chute est déjà la base du judo. Si on ne sait pas chuter, on ne fera pas du judo. Il y a une méthodologie, il y a un système d'amortissement qui doit être fait, qui doit être appliqué par l'athlète. Et les premiers pas du judo, c'est la chute. Au moins, il faut passer 2 ou 3 mois, savoir chuter. Et lorsqu'on sait réceptionner son corps sans se faire mal, on commence à devenir judoka. N'ayez pas peur de la chute. N'oubliez pas que même dans toutes les disciplines comme le football et autres, on oblige tout le monde de savoir chuter. Parce qu'à l'époque, je me rappelle, lorsque j'étais très jeune, j'ai entraîné beaucoup de gardiens de but. Parce qu'à l'époque, dans le football, on n'apprenait pas les roulades. Et ces athlètes venaient faire du judo avant d'aller pratiquer le football. Donc aujourd'hui, remarquez qu'il y a moins de blessures en football lorsqu'un footballeur chute. Donc si déjà dans cette discipline on le fait, n'ayez pas peur pour le judoka. Ah d'accord, parce que c'est ce qui me retenait un peu. Maintenant que c'est dit, je crois que je vais m'inscrire d'ici là pour des cours de judo. C'est le bienvenu. Alors, après ce stage, des dates de compétition peut-être, ou quelle est l'actualité? Bon, l'actualité, c'est que nous allons, après ce séminaire, nous relançons les activités du judo et nous nous préparons pour le prochain championnat d'Afrique en juin. Nous avons le tournoi de N'Djamena au mois de janvier. Déjà sur cette base-là, avec tout ce que nous avons appris, progressivement, c'est en vue de la préparation de la participation au championnat du monde. Mais quel est le niveau véritable du judo gabonais sur le plan africain et mondial? Donc, sur le plan africain, dans la mesure où la politique du président de la Fédération gabonaise, Maître Angoué, est bien respectée, c'est le fait de participer à plusieurs manifestations qui font en sorte que nous occupions au moins le milieu du tableau. N'oublions pas que le Maghreb est au-dessus et nous nous occupons le 8e, 10e rang sur les 34 pays qui participent. D'accord. Merci, Maître, d'être venu et de nous avoir apporté toutes ces informations. Donc, retenez que vous allez bientôt avoir un nouvel élève. C'est le bienvenu.
Alors, nous allons poursuivre ce magazine avec du football. Maintenant, nous allons rentrer de plein fouet dans justement ce qui fait l'actualité dans le football, ce qui a fait l'actualité dans le football ces dernières semaines. Nous allons commencer par ce stage de formation de journaliste sportif. Douglas Tuntum, vous avez été, et grâce à vous, nous allons avoir certaines informations que nous allons regarder maintenant et nous nous retrouvons juste après. Plusieurs modules sont au programme de ce stage pratique des journalistes et techniciens sportifs gabonais animés par la Fédération internationale de football association dans le cadre du projet FIFA Legacy 8. Nous avons un module de réalisateur, technicien vidéo, technicien son, c'est le premier module. C'est un module technique avec l'utilisation d'un simulateur de réalisation qui est un équipement unique au monde qui appartient à la FIFA. Donc la possibilité pour les jeunes réalisateurs gabonais de s'initier aux techniques de la réalisation d'un match de football de Coupe du Monde. Ensuite, il y a un deuxième atelier qui est celui des JRI, les journalistes reporters d'images. Qui, vous savez, c'est une profession qui se développe de plus en plus. On est journaliste, on peut être reporter et on peut monter son propre sujet. Donc ça, c'est le deuxième module. Le troisième module, ce sont les journalistes et les commentateurs donc, qui s'initient un peu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aux techniques et standards professionnels en cours. Ici, l'objectif est simple. Mettre à la disposition des journalistes africains, ceux du Gabon aujourd'hui, les standards professionnels qui sont utilisés partout dans le monde lors des compétitions de la FIFA. Ce sont des standards modernes, extrêmement compressés, dans le timing en tout cas, et qui permettent aux journalistes d'élever son niveau. Cette formation se tient à quelques jours du coup d'envoi de la Coupe de la CEMAC, mais aussi du démarrage officiel de la deuxième édition du championnat national professionnel. Voilà, nous avons monsieur Mamadou Niang qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Mamadou. Bonsoir. Alors, très en forme aujourd'hui? Oh, ça va. D'accord. Alors, monsieur Douglas Tuntum, vous avez été sur place. De quoi il était question exactement? En fait, il était question de renforcer les capacités des journalistes sportifs. D'accord. Simplement parce que la formation, du moins, on apprend à tout moment. Et cette formation avait quelque chose de particulier. C'est simplement parce que on a pu allier la théorie et la pratique. Et personnellement, j'ai beaucoup appris lors de ce stage, telles que des techniques basiques, mais qu'on a souvent tendance à négliger. Sinon, pour ceux qui ne savent pas, on va dire négliger simplement, tel que lorsqu'on commente un match de football, il faut être sur le même niveau de ton que l'animateur principal, donc ce qu'on appelle le J1 et le J2. Donc ce sont des petites techniques comme ça que l'on a souvent tendance à négliger et qui font toute la différence entre un commentaire africain et européen. D'accord. Un stage donné par la FIFA? Par la FIFA, justement, à monsieur Ahmed... Eddie Ahmed, autant pour moi, voilà, qui n'est plus à présenter et qui connaît également le football africain. Donc, c'était très, très, très enrichissant. Formation enrichissante pour les journalistes sportifs gabonais. On espère qu'après, sinon au sortir de ce stage, on aura bien sûr des commentaires de matchs de plus haut niveau, on va dire qui ne sont pas négligés. Mais bon, ce stage était plutôt important. Nous allons parler cette fois-ci CEMAC et nous allons commencer par la préparation de l'équipe du Gabon, donc les Panthères du Gabon qui étaient en préparation, qui ont livré un match amical contre le CF Mounana, c'est cela. Et pour nous, bien sûr, sur place, Mamadou Niang nous a rapporté ceci. En regroupement depuis une semaine à Libreville en prélude du tournoi de la CEMAC, les Panthères du Gabon ont livré un match amical de préparation face au CF Mounana. Une revue de troupes bénéfique pour une équipe encore en chantier. Nous sommes en train de préparer toujours l'équipe. C'est notre premier match amical contre le CF Mounana. Il y a eu de très très bonnes choses. On a vu que le niveau est en train d'évoluer petit à petit. Nous sommes toujours en chantier. Donc on a une deuxième période et on va essayer de tout faire pour voir un peu tous les joueurs afin de mieux faire les bons choix lors du premier match. Privé de compétition depuis la clôture du National Foot en juillet dernier,
Le temps ne joue décidément pas en faveur des Panthères qui auront une obligation de résultat. Je vais être réaliste, je sais que le temps ne joue pas en notre faveur, mais ce ne sera pas une raison. Le peu de temps que j'ai, je vais tout faire pour mettre en place une équipe compétitive pour répondre présent le 9. Donc le temps, on ne peut ne plus en parler parce que nous sommes déjà engagés dans la préparation. Même si c'est 2 jours, il faut qu'on prépare l'équipe en 2 jours. Prévu du 9 au 21 décembre à Bitam et Franceville, le tournoi de la CEMAC mettra aux prises les sélections nationales locales des pays membres de la zone. Le temps, pour moi, ne sera pas une raison. Le coach l'a dit, Mamadou. Vous étiez sur place. Comment s'est déroulé ce match amical? Sinon, la préparation en elle-même, de manière globale. Bon, disons d'abord qu'ils ont fait une dizaine de jours de préparation pour ce tournoi, pour entamer ce tournoi. Et comme il a dit, ils ne prendront pas le manque de compétition comme prétexte pour aller faire de la figuration. Ouais. Et ça s'est retrouvé également sur le résultat de cet après-midi que nous avons tous connu, c'est 3-0 face au Cameroun. Nous en parlerons tout à l'heure. Donc la préparation s'est bien passée, comme il a dit. Il a eu tout son groupe, en dehors d'Alain Dissikadi qui s'est blessé lors de la finale de la Super Coupe. Tout le groupe était là, il a pu mettre en place son dispositif, travailler un peu sur la question physique, technique et tactique pour pouvoir présenter une équipe capable de répondre aux défis qui seront les leurs pendant le tournoi de la CEMAC. D'accord. Des lacunes au sein de cette équipe, il y en a. Peut-être les énumérer ici. Bon, on ne peut pas parler de... Bon, la lacune, c'est peut-être un peu trop fort, mais quelques petites défaillances quand même. Bon, d'abord, il faut parler de la préparation, parce que c'est une équipe c'est des joueurs qui sont là depuis 6 mois sans compétition. D'accord. Il est extrêmement difficile donc de préparer une équipe en une semaine, de mettre en place un dispositif, parce que physiquement, il faut être prêt, techniquement, tactiquement. Donc, on ne peut pas demander aux joueurs d'être prêts en 10 jours pour aborder une compétition. Ce que l'entraîneur peut faire, c'est de s'appuyer sur le vécu. C'est une équipe qui a été au tournoi, aux éliminatoires du CHAN, qui s'est qualifiée. Il s'est basé sur cette ossature pour former le groupe. Ensuite, maintenant, sur le vécu du tournoi du CHAN pour mettre en place une équipe qui pourrait quand même faire une bonne prestation pour ce tournoi de la CEMAC. Bon, donc maintenant, sur les autres aspects purement techniques et tactiques, il aura le temps, pendant la compétition, peut-être de rectifier un peu les tirs pour avoir une équipe qui sera prête jusqu'à la finale, certainement. D'accord. Alors, malgré cette très faible préparation, on va le dire comme ça, le score cet après-midi était plutôt intéressant. Douglas Tontoum, nous y arrivons. Donc, 3-0, score final de cette rencontre. 3-0, il fallait le faire, sachant effectivement que cette équipe n'a pas eu le temps de se préparer. Donc, en gros, c'est une surprise, on va dire, c'est une double surprise même. En ce sens que le Gabon a toujours eu du mal à gagner face au Cameroun, donc on n'a pas eu de préparation et on a pu battre le Cameroun sur un score sans appel de 3-0. Donc je ne sais pas si je peux mettre cette victoire sur le coup de la chance, parce que nous n'étions pas sur place, mais ça a été fait et chapeau aux joueurs et aux sélectionneurs. Je crois que le mérite de cette équipe, c'est d'avoir puisé au fond d'elle-même. On ne peut pas aujourd'hui exiger à cette équipe des résultats, dans la mesure où, comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis 7 mois, ils ne sont pas en compétition. C'est des joueurs qu'on a pris à droite, à gauche. Et cousin Daniel le disait même, on est en train de bricoler. Parce qu'il n'y a pas de compétition encore pour servir de référence à l'entraîneur. Et ensuite, le Cameroun est en compétition. L'équipe camerounaise a des joueurs qui sont en compétition. Tout dernièrement, il y a quelques semaines seulement, leur équipe représentante en Coupe d'Afrique, en Ligue des Champions, a été éliminée en demi-finale. Donc physiquement, au niveau de la préparation, c'est une équipe qui est beaucoup plus prête que l'équipe du Gabon, mais qui a pu quand même faire le maximum pour avoir ce résultat qu'il faut saluer et qu'il faut encourager.
Exactement. Un résultat qu'il faut saluer et qu'il faut encourager. Bonne entame pour le Gabon. 3-0, le score final de cette rencontre cet après-midi en match d'ouverture de la 8e édition de la Coupe de la CEMAC. Nous espérons bien sûr que ce pas qui a été emboîté par l'équipe nationale restera ferme jusqu'à la fin de cette compétition. Nous allons passer à la page internationale après ce que va nous offrir la régie. En page internationale, nous commençons avec un jeune international gabonais. Il s'agit bien sûr d'Ibrahim Ndong, qui est lui vainqueur de la Coupe de la CAF Mamadou. Le jeune Ibrahim Ndong qui fait plutôt bonne impression depuis quelques temps. Oui, c'est une belle performance pour ce jeune garçon qui est d'abord champion d'Afrique des U23 avec les Panthères. Les Panthères, oui. Et qui depuis n'a pas cessé de progresser. Il a peut-être 19 ans, 19-20 ans. Et ensuite, il est allé en Tunisie, au Sfax de Tunis. Depuis qu'il est arrivé, il est titulaire de son équipe. Ce n'est pas évident d'être titulaire dans ces équipes-là. C'est des équipes professionnelles. En Tunisie, comme au Maroc, ce sont des équipes qui sont pratiquement dans le professionnalisme. Il a réussi, malgré son jeune âge, à s'imposer dans cette équipe et à jouer comme titulaire. Au match aller, il était titulaire. Au match retour à Lubumbashi, il était titulaire. Il a joué les 90 minutes. Et il a réussi l'exploit, comme deux autres Gabonais, à être parmi les détenteurs d'une Coupe d'Afrique. Donc c'est une belle performance. C'est également un garçon qu'il faut encourager, qui également est en train de faire son chemin en équipe nationale avec Léa, et qui a été titulaire contre le Niger, à Franceville, et contre le Congo, et qui a fait de très bonnes prestations qui laissent augurer un avenir vraiment prometteur pour ce garçon-là. Un avenir prometteur, Oui, effectivement, un avenir prometteur, parce qu'il faut dire que Didier Ibrahim Ndong est un des artisans de cette coupe de la CAF, parce qu'il faut le dire qu'au match aller, il avait inscrit un but, et c'est entre guillemets grâce à ce but-là que son équipe a pu gagner ce trophée, parce qu'au match retour, ils ont perdu de 1. Donc s'ils n'avaient pas gagné au match aller sur un score de 2-0, ils n'auraient certainement pas pu avoir ce trophée. Donc c'est un des artisans même de ce trophée. Donc pour ce que je sais, Mamadou, c'est le deuxième joueur gabonais à avoir décroché ce trophée. Après, le premier, c'était Jonas Ogandaga en 97. D'accord. Si ma mémoire est bonne. Bien, mais nous ne pouvons que féliciter cette panthère du Gabon qui rugit vraiment du côté de Tunis. Didier Ibrahim Ndong, qui au sortir de cette compétition a eu un accident, a été victime d'un accident de voiture, qui heureusement il n'a rien eu au sortir de cet accident, donc tout va bien. Sa voiture a été gravement endommagée, mais bon, heureusement que lui-même n'a rien eu. Nous allons refermer cette page internationale avec le tirage au sort de la Coupe du Monde 2014. Messieurs, les jeux sont faits, les groupes sont connus. On va en quelques minutes décortiquer cela. Donc on a le tableau, justement, avec le groupe A, Monsieur Mamadou, composé du Brésil, du Cameroun, du Mexique et de la Croatie. Et de la Croatie, voilà. Un groupe plutôt dangereux pour le Cameroun. Bon, il est dangereux, mais tout à fait jouable pour le Cameroun. En dehors du Brésil, qui est le pays organisateur, le Mexique et la Croatie sont jouables. Ouais. Il faut simplement que ça soit très sérieux à leur niveau. Le Mexique, généralement, se qualifie pour le premier tour. Dans toutes les Coupes du Monde auxquelles le Mexique a participé, ils ont réussi à passer le premier tour. Et c'est au deuxième tour, c'est souvent que l'équipe mexicaine descend de niveau. Et là donc, il faudrait que le Cameroun soit très fort pour pouvoir espérer décrocher la qualification face à la Croatie et au Mexique. Et je pense que c'est tout à fait jouable. Tout dépend de la préparation et du série qu'ils vont faire, qu'ils vont mettre
à jour pour aborder cette compétition. Avec un Brésil de Neymar, très en forme en ce moment. Je crois que ça va être chaud pour les Camerounais. Alors le groupe B est composé, lui, de l'Espagne, de la Chili, de l'Australie et des Pays-Bas. Le groupe C, quant à lui, Douglas, est composé de la Colombie, la Côte d'Ivoire, le Japon et la Grèce. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas trop quoi dire. Juste qu'elle tombe dans un groupe qui est composé de la Colombie, du Japon et de la Grèce. C'est un groupe où la Côte d'Ivoire peut, à mon avis, jouer. Quand on regarde un peu, la Grèce n'a pas une équipe véritablement forte, ou du moins une équipe capable de terrasser la Côte d'Ivoire. Quand on regarde les joueurs qui composent cette équipe, c'est des joueurs de rang mondial. Et la même chose pour la Colombie, voire même pour le Japon, parce qu'en fait, la Côte d'Ivoire a en son sein des joueurs de classe mondiale, donc ils peuvent réellement sortir leur épingle du jeu dans cette poule. Ah bon, c'est un groupe abordable pour la Côte d'Ivoire. Pour la première fois, la Côte d'Ivoire a un groupe acceptable par rapport à la Coupe du Monde 2006 et 2010, où vraiment les groupes étaient trop compliqués pour la Côte d'Ivoire. Mais là aussi, il faudrait que les Ivoiriens soient également très, très forts, parce que la Colombie a pratiquement fait un très bon tournoi en Amérique du Sud. Le Japon est habitué des Coupes du Monde. C'est également l'une des meilleures équipes d'Asie. Et la Grèce, c'est une très bonne équipe européenne, même si elle n'a pas de nom. C'est une équipe très rigoureuse, qui est très difficile à jouer. Mais je vois également que je pense que la Côte d'Ivoire... Qui est collective. Qui est collective également. Très collective, disciplinée. Et la Côte d'Ivoire, en fait, pour moi, c'est un peu au niveau de la défense que j'ai quelques craintes, parce que c'est un peu une défense vieillissante, qui a des joueurs quand même qui ont un certain âge. Et elle doit se référer à ce niveau. Mais sur le plan offensif, on n'a pas d'inquiétude quand même. Ok. Alors le groupe D, lui, est composé de l'Uruguay, l'Italie, le Costa Rica et l'Angleterre. Le groupe E, la Suisse, l'Équateur, l'Honduras et la France. Le groupe F est composé de l'Argentine, du Nigeria, de l'Iran et de la Bosnie. Messieurs, le Nigeria dans ce groupe? Bon, même remarque, c'est toujours, comme je l'ai dit, c'est un groupe qui est jouable en dehors de l'Argentine. Le Nigeria a la possibilité de sortir de l'Iran et de la Bosnie. Sur le plan individuel, ils n'ont rien à envier à ces équipes-là. Et sur le plan de l'expérience également, le Nigeria est beaucoup plus expérimenté sur le plan international que les deux autres équipes. Ouais, moi, je dirais simplement que c'est le pays africain le mieux positionné au regard des différents adversaires des autres Africains. Donc, à mon avis, le Nigeria peut aisément passer le premier tour. D'accord, en quelques minutes, car nous tirons vers la fin de cette émission. Le groupe G, Allemagne, Ghana, États-Unis, Portugal. En quelques mots, rapidement, messieurs, la place du Ghana dans ce groupe? C'est le Ghana, malheureusement, de tous les pays africains, c'est le pays qui est le moins bien placé, parce qu'on a une équipe allemande qui est très au point, et un Portugal qui n'est plus à présenter, avec Ronaldo qui est un fin buteur. Donc le Ghana, à mon avis, est très 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 mal placé. Donc personnellement, je ne donne pas cher de sa peau dans ce groupe. D'accord, on va terminer avec le groupe G, donc Monsieur Nyang, la Belgique, l'Algérie, la Corée du Sud et la Russie. Les chances de l'Algérie dans ce groupe? L'Algérie a la chance de sortir de ce groupe, en dehors de la Belgique, qui est une très grosse équipe au niveau européen. Je vois la Belgique, l'Algérie pouvoir contester la suprématie de la Corée du Sud et de la Russie. Mais groupe difficile quand même. Groupe difficile. Alors ces pays africains, nous les attendons lors de cette Coupe du Monde 2014 du côté du Brésil. On espère qu'ils vont aller le plus loin possible. Messieurs, merci d'avoir été sur ce plateau pour bien sûr décortiquer l'actualité sportive de la semaine écoulée. On se retrouve, s'il plaît à Dieu, la semaine prochaine. Quant à vous, même chose. D'ici là, portez-vous bien et quoi qu'il arrive, vous le savez, l'information continue, l'information juste, allez-je dire, continue sur les www.gabonnews.com.